le cliquetis de ses boucles d'oreilles teintées au rythme de son rire à travers la porte entrebâillée de la salle de bain, un son si familier qu'il aurait dû me bercer. J'étais là, à plier nos serviettes propres, le parfum de la lessive encore chaud sur mes mains, le soleil matinal filtrant à travers la fenêtre, projetant des motifs géométriques sur le carrelage. 6 ans. 6 ans de matin comme celui-ci, où son rire était la bande-son de ma vie. Mais cette fois, quelque chose a vrillé. Une fausse note dans la symphonie de notre quotidien. Et j'ai invité Marc, a-t-elle gloussé, sa voix légèrement étouffée par le jet d'eau de la douche qui venait de s'arrêter. J'espère qu'il viendra, parce que j'ai passé toute la journée à me raser partout pour lui, LOL. Le rire qui a suivi n'était pas le sien seul. C'était un chœur, celui de ses amis au téléphone, dont les voix cristallines résonnaient dans la pièce d'à côté, amplifiées par le haut-parleur. Un rire collectif, insouciant, vibrant d'une légèreté qui venait de se transformer en un poids monolithique sur ma poitrine. Mon corps a figé. Les serviettes roulées sont tombées de mes mains sur le parquet, sans que je n'entende le bruit de leur chute. L'air, quelques secondes plus tôt si léger, chargé du parfum de fleurs d'oranger de son gel douche, est devenu épais, gluant, irrespirable. Chaque millimètre cube autour de moi s'est compressé, m'emprisonnant dans un instant précis, brutal et immobile. Marc. L'ex. Celui dont le nom, depuis longtemps, n'était qu'un écho lointain, une silhouette estompée de son passé. Et, rasé partout pour lui. Les mots ont rebondi contre les parois de mon crâne, se cognant les uns aux autres, se répétant, s'amplifiant jusqu'à devenir un hurlement silencieux. Ai-je mal entendu? Est-ce une blague? Une de ces ironies potaches entre filles, lancée avec une légèreté feinte pour provoquer une réaction? Mais le « LOL », cette abréviation crue et désinvolte, prononcée avec un naturel si glaçant, a balayé tout espoir de malentendu. Non, ce n'était pas une blague. C'était une confession, une déclaration d'intention, livrée avec une candeur désarmante. La lumière du soleil sur le carrelage. Les serviettes au sol. La poignée de porte en laiton patiné, à portée de main. Des détails insignifiants, quelques secondes plus tôt, qui venaient de prendre une acuité terrifiante. C'était le décor de notre vie, une toile de fond pour nos rires, nos silences complices, nos projets. En une fraction de seconde, ce monde s'est fissuré. Pas une fêlure subtile, non, mais une déchirure béante, un gouffre qui s'est ouvert sous mes pieds, avalant tout ce que nous avions construit. Chaque souvenir heureux, chaque étreinte, chaque promesse, chaque regard échangé sous la pluie ou au coin du feu, est devenu une image corrompue et douteuse. Le goût sucré de son café le matin, le froissement de nos draps, la manière dont elle posait sa tête sur mon épaule en regardant un film. Tout s'est déformé, maculé d'une encre invisible. J'avais senti un frisson remonter ma colonne vertébrale, un froid intense, même si la pièce était douce. C'était le froid du vide qui se créait en moi, le froid de la certitude que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Comment est-il possible qu'un simple rire et quelques mots puissent anéantir des années? Était-ce une illusion, alors, tout ce que nous avions partagé? La promesse de vieillir ensemble, l'odeur de son parfum sur mon oreiller, la confiance absolue que je lui accordais, comme une seconde peau. Tout cela était-il un montage élaboré, une performance dont j'étais le seul spectateur crédule? Le bruit de l'eau dans la salle de bain a repris, plus fort, comme un torrent déchaîné dans mes oreilles. Elle chantonnait. Une mélodie légère, sans un nuage. Et moi, j'étais là, statufié, le cœur martelant une cadence folle contre mes côtes, une alarme muette hurlant dans ma tête. Ma respiration était courte, saccadée, comme si mes poumons refusaient l'air vicié de cette nouvelle réalité. Les jointures de mes doigts étaient blanches, serrées sur le vide. Je ne pouvais plus bouger, absorbé par l'écho de ses mots. Rasé partout. Pour lui. LOL. La banalité de l'expression, le détachement avec lequel elle avait été prononcée, c'était cela qui me rongeait le plus. Ce n'était pas un cri de désespoir, pas un aveu tourmenté. C'était une confidence légère, une blague entre copines, une anticipation joyeuse d'une trahison planifiée. Est-ce que mon absence comptait si peu? Nos 6 ans, nos projets de mariage, nos rêves, tout cela était-il une décoration, un simple décor pour ces petites aventures? La bague à son doigt, qui brillait encore la veille sous le soleil, me semblait désormais être une moquerie froide. Un objet lourd, faux, vide de sens. J'ai fermé les yeux, espérant que l'obscurité effacerait le souvenir sonore de ces mots, mais ils continuaient de tournoyer dans le noir,
plus net encore, plus accusateur. J'ai ouvert les yeux. Le monde extérieur, la cuisine lumineuse, le café qui mijotait, tout semblait maintenant appartenir à un passé lointain, un monde que je ne pourrais plus jamais réintégrer. J'étais exilé, propulsé dans une dimension parallèle, où la femme que j'aimais était une étrangère, une actrice interprétant un rôle pour mon bénéfice. Et le rideau venait de tomber. Je me suis penché, ramassant les serviettes une par une. Leurs plis étaient si nets, si ordonnés. Une métaphore parfaite de la vie que j'avais cru mener, une vie rangée, prévisible, avec une femme que je pensais connaître. Mais sous les plis, il y avait toujours un revers caché, une couture imparfaite. Aujourd'hui, cette couture était devenue un gouffre. Comment pouvais-je être si aveugle? Où était-ce elle, si experte dans l'art de la duplicité? La question brûlait, mais la réponse semblait se dérober, laissant derrière elle une douleur sourde, lancinante. Un vide qui ne demandait qu'à être comblé, non pas par le pardon, mais par une compréhension glaciale et méthodique. Les jours qui ont suivi? Un brouillard poisseux. Chaque matin, le goût du café semblait plus amer, même celui que je préparais avec soin, mouture fraîche, eau filtrée. La buée sortait de ma bouche quand je respirais dehors, mais un froid bien plus profond s'était installé en moi, gelant mes entrailles. Sophie, elle, continuait à vivre, légère, insouciante, à mes yeux du moins. Chaque rire qu'elle laissait échapper en parlant à ses amis au téléphone pour finaliser les préparatifs de son enterrement de vie de jeune fille était un coup de marteau sur mes nerfs déjà à vif. Je l'observais. Non pas avec l'amour tendre d'avant, mais avec la minutie clinique d'un scientifique face à un spécimen étranger. Ses mains, si familières, qui prenaient le journal sur la table basse, qui versaient les céréales dans son bol. Ses lèvres, qui formaient des mots doux, des « mon amour, tu as bien dormi », qui me brûlaient la peau comme de l'acide. Je me sentais nu, exposé, et pourtant invisible à ses yeux. Comment pouvait-elle? Comment pouvait-elle me regarder, me toucher, avec cette normalité, cette fausse tendresse, alors qu'elle portait le poids d'une trahison aussi abjecte, aussi préméditée? La question tournait en boucle, une scie sans fin dans mon crâne. Je me suis mis à scruter le passé. 6 années de ma vie. 6 années passées à construire un monde avec elle. Était-ce une illusion? Ai-je été un simple spectateur, un acteur secondaire dans sa propre pièce? Chaque souvenir, autrefois ancré dans la joie et la certitude, se tordait et se déformait sous ma nouvelle lentille. Notre premier week-end à la mer, le vent salé sur nos visages, ses cheveux qui s'envolaient. Je me souvenais de son regard, pétillant, quand elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Était-ce vrai? Ou bien était-ce déjà une sorte de performance, un masque? Les éclats de rire échangés, les promesses murmurées sous les étoiles d'un soir d'été, nos projets de maison avec un jardin, nos discussions sur les prénoms de nos futurs enfants. Tout cela s'effondrait, n'était plus que poussière. La nuit, le silence de notre chambre était assourdissant. Je la sentais respirer doucement à côté de moi, son souffle régulier, apaisé. Et moi? Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, les battements de mon cœur résonnant dans mes tempes. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, chaque seconde une torture, chaque minute une éternité. Je me levais parfois, sans faire de bruit, marchant pieds nus dans l'appartement, le parquet froid sous mes plantes de pied me ramenant un peu à la réalité. Je me retrouvais devant la fenêtre, regardant la ville endormie, les lampadaires jetant des lueurs oranges sur les rues désertes. J'avais l'impression d'être le seul éveillé, le seul à porter ce secret pesant, cette douleur muette. Un matin, elle a parlé de Marc. Non pas son nom directement, mais elle a mentionné un ami commun, un vague cousin qui pourrait faire un détour pour venir à sa fête. Ses pupilles se sont dilatées un instant, un infime scintillement dans ses yeux. J'ai noté ce détail, je l'ai gravé dans ma mémoire comme on marque une cible. Ce n'était plus de la paranoïa, c'était une certitude qui se renforçait, alimentée par des preuves aussi infimes qu'un battement de cils. Je me souviens d'une autre fois, elle était au téléphone dans le salon, le volume un peu trop fort. Je faisais semblant de lire un livre dans la cuisine, le dos tourné, mais chaque mot résonnait dans ma tête. Elle riait, ce rire cristallin que j'avais tant aimé, et qui maintenant me déchirait les tympans. Non, mais tu sais, Marc est un sacré charmeur, toujours aussi drôle. J'espère qu'il sera là, ça mettrait de l'ambiance. Elle avait ajouté quelque chose sur des anciens souvenirs, des déliriums de jeunesse qu'elle avait hâte de revivre. Mon sang n'a fait qu'un tour.
C'était un coup de poignard, mais d'une lame invisible, qui entrait et sortait sans laisser de traces visibles, seulement une hémorragie interne. Je serrais si fort la couverture du livre que mes jointures blanchissaient. Elle a commencé à être plus attentive à son apparence. Pas seulement pour nos sorties, mais pour des détails que je n'avais jamais remarqués. Des séances de sport plus fréquentes, des crèmes hydratantes spécifiques pour rendre sa peau plus douce. Elle m'a demandé mon avis sur une robe rouge, fluide et un peu trop courte à mon goût. Elle l'a essayée, a tourné sur elle-même, son rire emplissant la pièce. « Tu aimes, mon amour ?» J'ai forcé un sourire, un muscle endolori sur mon visage. « Très jolie, ma chérie. » Chaque compliment, chaque approbation de ma part était un mensonge, une participation inconsciente à la mise en scène de ma propre humiliation. Je me suis senti comme le mari aveugle d'une farce grotesque, invité à admirer les préparatifs de sa propre déchéance. Le froid qui m'avait envahi n'était plus seulement une sensation, c'était devenu une compagne constante. Je me surprenais à frissonner, même sous le soleil printanier. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent à la catastrophe qui se jouait dans mon intérieur. Mes collègues parlaient de leur week-end, de leurs vacances, de leurs petits tracas quotidiens. Je répondais par monosyllabes, mon esprit ailleurs, calculant, observant. Ma concentration au travail était un défi constant. Les chiffres sur l'écran flottaient, se confondaient. Je me surprenais à fixer le vide, une tasse de café froid à la main, mes pensées noyées dans un tourbillon de rancœur et de plans. C'est là que l'idée a commencé à germer. Pas une idée spontanée, fruit d'une impulsion de rage. Non, c'était plus lent, plus insidieux, comme une racine qui s'enfonce dans la roche. Au début, c'était juste l'envie de la blesser, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Puis, cette envie a muté, s'est cristallisée en quelque chose de plus précis, de plus méthodique. Elle avait planifié cela, avec une désinvolture qui me révoltait. Elle avait anticipé les moindres détails de sa trahison. Il fallait que ma réponse soit à la hauteur de cette préméditation, de cette arrogance. Elle ne méritait pas une crise de larmes, des supplications, des « pourquoi moi » ridicules. Elle méritait une révélation froide, implacable, qui lui ôterait tout subterfuge. Je me suis surpris à penser au chat qu'elle avait recueilli il y a quelques années, une petite boule de poil blessée et abandonnée qu'elle avait soignée avec une tendresse infinie. Elle avait ce don d'amour, de compassion, ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, cette image de bonté était un poison. L'idée de sa duplicité s'insinuait partout, même dans les recoins les plus innocents de nos vies. Le soir, je me suis assis devant mon ordinateur. La lumière bleue de l'écran éclairait mon visage tendu. Je n'ai pas cherché de preuves sur son téléphone où je refusais de lui donner la satisfaction d'une confrontation facile, une simple dispute où elle pourrait se défendre, minimiser, manipuler. Non. Je voulais que la vérité la frappe de plein fouet, sans échappatoire possible. Je me suis souvenu d'une petite caméra d'action que j'avais achetée pour nos voyages, une GoPro miniature. Elle était restée dans un tiroir, oubliée. Une idée s'est alors formée, précise et glaçante, dans mon esprit. Elle voulait jouer ? Très bien. Le jeu allait commencer. Mais ce ne serait pas son jeu, ni selon ses règles. Elle s'attendait à une escapade libératrice, une nuit de folie avant le grand jour, une sorte de dernier carré secret. Mais je ferai en sorte que son secret soit mis à nu. Je me sentirais comme un marionnettiste, tirant les ficelles invisibles, tandis qu'elle danserait, inconsciente de son propre destin, sur la scène que j'avais dressée. C'était une vengeance froide, calculée, débarrassée de toute émotion superflue. La douleur était là, omniprésente, mais elle s'était transformée en carburant. Je ne serais plus la victime. Je serais le juge, le jury, et l'exécuteur. La froideur de cette pensée me traversa, me donna une clarté nouvelle. Le matin de l'enterrement de vie de jeune fille de Sophie, l'air était imprégné d'une drôle de lumière, un soleil pâle et tiède qui semblait vouloir effacer l'horreur des jours précédents. J'étais dans le salon, les doigts serrés autour d'une tasse de café trop chaud, à regarder les particules de poussière danser dans les rayons qui perçaient les persiennes. Chaque grain de poussière, une trahison silencieuse. J'entendais Sophie s'activer dans la chambre, ses rires et les claquements de tiroirs me parvenaient, filtrés mais audibles. Elle avait cette exubérance enfantine quand elle était excitée, une énergie qui, il n'y a pas si longtemps encore, m'aurait rempli de joie. Aujourd'hui, elle me tordait les entrailles. Chaque mouvement était un pas de plus vers l'abîme qu'elle creusait sous nos pieds.
J'avais passé la nuit à fixer le plafond, les yeux secs, le corps lourd comme du plomb, mais l'esprit en ébullition. J'avais répété chaque geste que je devrais faire ce matin, chaque mot que je devrais prononcer, une chorégraphie macabre de faux-semblants. Quand elle est apparue, un grand sourire sur le visage, vêtue d'une robe légère et d'un chapeau de paille qu'elle avait acheté spécialement pour l'occasion de sa trahison, pensais-je, mon cœur s'est serré d'une crampe froide. Ses yeux pétillaient. Elle était belle, d'une beauté désarmante qui rendait la duperie encore plus cruelle. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé, sa voix claire, insouciante, comme si rien ne planait au-dessus de nous. J'ai hoché la tête, mon café s'était refroidi. Le goût amer persistait. « Oui, ça va. Prête pour ta grande évasion ?» Le mot « évasion » m'est sorti de la bouche avec une subtilité calculée, un couteau invisible que j'espérais voir atteindre sa cible sans qu'elle ne le sente. Elle n'a rien vu. Elle a ri, sa main s'est posée sur mon bras, une caresse qui m'a glacé la peau. Je luttais pour ne pas me recroqueviller. Le contact était devenu une profanation. J'imaginais déjà Marc lui caresser le même bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair, et une nausée m'a secoué. Elle a continué à me parler de son programme, le spa, le restaurant chic, la boîte de nuit louée pour l'occasion. Tout un festival de futilités derrière lesquelles se cachait l'horreur. Elle m'a dit, avec un clin d'œil, « Ne t'inquiète pas, je serai sage. » Enfin, presque. Son rire a rempli la pièce, un rire qui autrefois aurait été une promesse, aujourd'hui une menace. Mes poumons refusaient de se gonfler complètement. L'air était lourd, épais, saturé de mensonges qu'elle seule ne semblait pas percevoir. Mon propre enterrement de vie de garçon était un alibi parfait. J'avais dit à mes amis que je voulais quelque chose de simple, une partie de poker tranquille à la maison avec quelques bières, histoire de souffler avant le grand jour. Ils avaient accepté sans poser de questions, habitués à mon côté casanier. En réalité, mon événement était bien plus complexe. Il était froid, méthodique, impitoyable. Le moment est venu de lui dire au revoir. Elle s'est avancée vers moi, ses bras se sont enroulés autour de mon cou. Son parfum, une odeur de jasmin et de vanille que j'avais tant aimé, me semblait maintenant écœurant, frelaté. J'ai serré les dents, les prises dans mes bras avec une force que je ne sentais pas. J'ai murmuré, d'une voix que je voulais la plus naturelle possible, « Amuse-toi bien, ma chérie. Reviens-moi vite. » Chaque mot avait le goût d'une ampoule de venin que je buvais, goutte après goutte. Ses lèvres se sont posées sur les miennes, un baiser long, trop long. Je sentais le vide derrière son geste, l'absence de toute vérité, et je me suis dit que ce serait peut-être le dernier baiser. Non pas le dernier de notre vie, mais le dernier qui compterait. Elle est partie, ses valises roulant bruyamment sur le parquet, puis le cliquetis des clés dans la serrure, enfin le silence. Un silence assourdissant. Le soleil continuait de briller dehors, mais dans l'appartement, une ombre glaciale s'est étendue. C'est là que j'ai commencé mon propre rituel. J'ai fermé les rideaux, plongeant le salon dans une semi-obscurité. J'avais besoin de concentration, de l'ambiance d'un laboratoire, pas d'un foyer. Sur la table basse, j'avais préparé mes instruments, une petite caméra d'action, à peine plus grande que mon pouce, sa lentille noire et impitoyable. À côté, un chargeur portable, une carte mémoire vierge et un petit kit de fixation que j'avais bricolé. J'avais déjà placé la caméra. Non pas sur elle, c'était trop risqué, trop invasif pour être indétectable sur le long terme. J'avais eu une idée plus subtile. Sophie avait cette vieille trousse de maquillage, un étui en velours rouge un peu défraîchi, qu'elle emportait partout, même pour un week-end d'une nuit. C'était son sanctuaire de beauté, un objet si familier qu'elle n'y prêterait aucune attention particulière. La veille au soir, pendant qu'elle dormait d'un sommeil que j'avais moi-même altéré avec une dose discrète d'un anxiolytique léger, j'avais besoin de ces heures de sommeil pour mon plan, et elle était trop nerveuse pour dormir sans aide, j'avais travaillé. Avec un scalpel de précision que j'utilisais pour mes maquettes, j'avais découpé une fine fente dans la doublure interne du velours, juste sous la fermeture éclair, là où il y avait une petite poche latérale. La caméra s'était logée parfaitement, sa lentille juste au niveau de l'ouverture, invisible à moins de la chercher. J'avais même pris soin de tester l'angle, de m'assurer qu'elle pouvait être posée sur une table, ouverte, et offrir un champ de vision suffisant pour la plupart des interactions. C'était macabre, oui, mais ma rage était une lame qui coupait toute considération morale. Le plus délicat était la connexion. J'avais bricolé un petit émetteur-récepteur Wi-Fi, alimenté par une batterie miniature,
camouflé dans un compartiment du chargeur portable qu'elle allait emporter. Elle pensait que c'était juste un chargeur ordinaire pour son téléphone. En réalité, c'était une balise, un œil qui allait me transmettre les images en direct. J'avais testé et retesté le système pendant des nuits entières, configurant les adresses IP, les pare-feux, m'assurant que le signal était stable et discret. J'étais devenu un espion, un démiurge de la surveillance. Mon cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais d'une froide détermination. Chaque action était une étape de plus dans ma chute, mais aussi dans la sienne. Maintenant que Sophie était partie, mon véritable enterrement de vie de garçon pouvait commencer. J'ai allumé mon ordinateur portable, ma gorge nouée d'une appréhension glaciale. J'ai lancé le logiciel de réception vidéo que j'avais codé moi-même, un écran noir strié de lignes de commande vertes, comme une console de pilotage pour une mission secrète. J'ai entré la dernière commande. Le curseur a clignoté, une attente insoutenable. Mon souffle était court, haché, ma poitrine comprimée par une main invisible. L'écran est resté noir. Pendant une éternité. Puis, un grain est apparu. Des parasites. Et enfin, une image. Floue au début, puis plus nette. Un plafond blanc. Le coin d'une pièce. Un bruit de voix, étouffé, mais reconnaissable. C'était le hall de l'hôtel où elle devait se retrouver, je l'avais reconnue sur une photo qu'elle m'avait montrée. La trousse de maquillage était posée sur une petite table basse, près d'un canapé en velours rouge. J'ai reculé sur le canapé, ma respiration devenant plus rapide. Mes mains étaient moites, froides. C'était ça, mon événement. Ma punition. Regarder ma vie se défaire, image par image, en direct. C'était la douleur que je devais endurer pour que sa destruction soit complète, irréfutable. Je n'étais plus un fiancé, ni même un homme. J'étais un spectateur. Un juge. Un bourreau. Et le premier acte de mon drame personnel venait de commencer. Je sentais la rage monter, une rage pure et gelée, prête à être distillée en un poison implacable. C'était ma vengeance. Mais d'abord, il fallait regarder. L'écran s'est allumé, une lumière blafarde a mordu l'obscurité de ma pièce. C'était là, devant moi, un carré mouvant de pixels qui allait être l'arène de ma propre crucifixion. La résolution était celle d'une caméra d'action, un peu granuleuse, mais l'image était stable, le son clair, un bourdonnement léger, distant d'abord, puis se rapprochant. J'ai vu d'abord le flou des corps, le bouger des bras levés, les éclats de rire trop aigus pour être sincères, même à travers le micro camouflé dans la trousse de maquillage. Une mélodie entraînante, celle d'un tube qu'elle adorait, martelait l'air. Ça sentait la fumée et le sucre, le parfum entêtant du déodorant bon marché et l'amertume de l'alcool, même si je n'étais pas là. C'était le parfum de leur débauche. Je me suis penché en avant, mon souffle coincé dans ma gorge, les yeux rivés sur l'image. Le champ de vision était étroit, mais suffisant. Je reconnaissais les murs blancs et le grand miroir orné de l'hôtel. C'était bien la suite qu'elle avait décrite. Et puis son visage. Sophie. Elle est apparue, son sourire un peu trop large, ses yeux brillants d'une excitation que je n'avais pas vue depuis quand? Ses cheveux auburn, habituellement attachés, étaient lâchés, une cascade rousse qui dansait sur ses épaules dénudées. Elle portait une robe d'un bleu électrique, scintillante sous les lumières tamisées du bar d'hôtel, une robe que je ne lui connaissais pas, trop courte, trop ajustée. Je sentais mes jointures blanchir sur le clavier de mon ordinateur portable. Elle riait, mais c'était un rire creux, un masque. Elle cherchait quelqu'un. Ses yeux balayaient la pièce avec une impatience palpable, s'attardant sur la porte d'entrée à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Le temps s'était étiré. Chaque rire, chaque verre levé, chaque geste de ses amis semblait être un prélude à l'horreur que j'attendais. J'ai vu Léa, sa meilleure amie, lui murmurer quelque chose à l'oreille, un clin d'œil complice qui a fait naître un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Elles étaient dans le coup. Elles savaient. Ma gorge s'est serrée. Est-ce que j'avais jamais vraiment connu cette femme? Et ses amis, étaient-elles complices de tous les secrets qu'elle avait pu me cacher? Le doute rongeait chaque cellule de mon corps, remplaçant la haine par une nausée grandissante. Et puis il est entré. Marc. Un grand type, les épaules larges, avec cette chemise à carreaux rouges et noirs que je savais qu'elle trouvait irrésistible. Il était là, un verre de bière à la main, un sourire suffisant aux lèvres, comme s'il était le maître du monde,
comme s'il savait ce qu'il venait chercher. Ses yeux ont croisé les siens, et le monde s'est arrêté. Pour moi. Pas pour eux. Pour eux, il ne faisait que commencer. La caméra a tremblé un peu quand Sophie s'est levée d'un coup, renversant presque sa chaise. Ses amis ont poussé des petits cris, des rires étouffés, et l'ont laissé s'avancer vers lui. Elle avait le visage de la conquête, les lèvres tirées en un sourire que j'avais toujours cru réservé à moi seul. Il l'a prise dans ses bras, une étreinte longue, un peu trop intime pour de simples « ex » qui se retrouvent après des années. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille, et Sophie a ri, un rire cristallin que j'avais toujours adoré, mais qui résonnait maintenant comme un couteau tordu dans ma plaie. Mes entrailles se sont nouées. Une crampe brutale, comme si quelqu'un me serrait les viscères d'une main froide. Mes doigts se sont crispés sur le bord du clavier, les jointures blanches. Je sentais la buée de mon propre souffle sur l'écran, brouillant un instant la scène. Je voulais détourner le regard, éteindre tout ça, m'enfuir de ma propre vie. Mais je ne pouvais pas. C'était ma punition, mon supplice volontaire. Et ma preuve. Ils sont restés là, debout, à parler, à se frôler. Marc posait sa main dans le bas de son dos un peu trop souvent, ses doigts s'attardant. Ses amies les regardaient, certaines avec des sourires goguenards, d'autres simplement indifférentes, comme si ce ballet de séduction était le cours normal des choses. C'était ça, leur idée d'une soirée entre filles. Une chasse ouverte, sous mes yeux, sans un once de respect pour l'homme qu'elle était censée épouser dans quelques semaines. J'ai senti la rage monter, une vague chaude et âcre qui s'est mêlée à la nausée. Les vers se sont enchaînés. Le niveau sonore a grimpé. La musique est devenue assourdissante. La caméra, dans la trousse, était posée sur une table basse, et le champ de vision était parfois obstrué par une jambe, un sac à main, une bouteille vide. Mais je voyais l'essentiel. Je les voyais danser, de plus en plus proches. Je voyais Sophie rire à gorge déployée à chaque blague de Marc, son corps se pressant contre le sien. Les autres filles étaient sur le côté, à rigoler entre elles, à se moquer un peu, mais jamais elles n'intervenaient. Elles n'étaient pas étonnées. Elles étaient complices silencieuses de ce cirque. N'y avait-il personne pour lui dire que ce n'était pas acceptable? Que j'existais? Que notre vie, nos 6 ans, nos projets, valaient plus que cette pulsion de bas étage. Le premier baiser. Il est arrivé comme un coup de poing dans le ventre. Un baiser volé, rapide, alors qu'il se penchait pour parler dans l'oreille, à l'abri relatif de la foule et des lumières clignotantes. Ses lèvres se sont posées sur les siennes, un mouvement furtif, mais que ma caméra avait capturé avec une précision chirurgicale. J'ai vu Sophie fermer les yeux, juste un instant, une fraction de seconde où le temps s'est figé, où mon cœur s'est déchiré. Mon souffle s'est coupé net. J'ai dû me pincer la cuisse pour m'assurer que je ne rêvais pas. La douleur physique m'a ancré dans cette réalité atroce. Mon front perlait de sueur froide, et mes mains tremblaient si fort que l'image à l'écran a vacillé, reflétant le tremblement de tout mon être. Ce n'était plus Sophie. Ce n'était plus la femme que j'aimais. C'était une étrangère, une traîtresse qui détruisait tout ce que nous avions construit, pixel par pixel. Les baisers se sont multipliés. Moins volés, plus assumés. Des mains qui s'égaraient, des regards qui disaient tout. Ils ont fini par s'éclipser discrètement, se faufilant entre les groupes, sous les sourires entendus de quelques amis qui ont levé leur verre en signe d'approbation muette. La caméra, elle, est restée dans la pièce principale, capturant le brouhaha persistant, les rires qui s'éloignaient, les bribes de conversation. Oh, ils vont bien s'amuser ceux-là. A lancé une voix féminine. C'est normal, c'est son enterrement de vie de jeune fille, a répondu une autre, avec une intonation légère et dénuée de tout jugement. Normal. Ce mot a résonné dans ma tête, me torturant. C'était donc ça, la normalité? Je suis resté là, immobile, à fixer un écran vide d'eux, mais plein de leur absence, plein du vide qu'ils avaient laissé en partant, et que je ressentais en moi. Le temps s'est transformé en une mélasse poisseuse. J'ai vu la fête se vider progressivement. Les lumières ont été rallumées, révélant les verres éparpillés, les serpentins sur le sol. Les amies restantes ont commencé à ranger, à se plaindre de la soirée, à papoter. J'ai espéré. Espéré un instant qu'elle reviendrait, qu'elle réaliserait, qu'elle appellerait. Mais l'espoir est mort, lentement, au fur et à mesure que les minutes, les heures s'épuisaient. Et puis elle est revenue. Seule. La robe chiffonnée,
les cheveux en bataille, le sourire toujours un peu trop large, mais les yeux un peu hagards. Elle a traversé le champ de la caméra, a ramassé sa trousse de maquillage, et je l'ai entendu marmonner quelque chose d'incompréhensible à l'une de ses amies avant de disparaître. La caméra, dans le sac, a tangué, puis s'est retrouvée plongée dans l'obscurité, le son devenant un murmure lointain, puis plus rien, si ce n'est le léger grésillement électrique de la transmission. La pièce est devenue glaciale. Mon souffle, court et haché, formait de petits nuages devant mon visage. J'ai éteint l'écran. Le noir s'est refermé sur moi, plus profond que jamais. Mon corps était lourd, vidé de toute substance. Je me sentais comme une feuille morte, déracinée, emportée par le vent d'une trahison que je n'avais pas vue venir, ou que j'avais refusé de voir. Pourquoi? Pourquoi cette femme que j'aimais, pour qui j'aurais tout donné, avait-elle choisi de me briser ainsi? Et la vraie question, celle qui me vrillait les entrailles, pourquoi en riait-elle? Pourquoi était-elle si désinvolte avec ma douleur, avec notre futur? Je suis resté là, assis dans le noir, ma propre carcasse comme un monument à l'effondrement, à écouter le silence qui hurlait en moi. Le soleil perçait à travers les rideaux lourds, jetant des flaques de lumière jaunâtre sur le tapis crème. Dehors, la ville commençait à s'éveiller dans un murmure de moteurs lointains et le chant hésitant des oiseaux. Mais mon monde, lui, était resté figé dans une nuit sans fin, sombre et glaciale. Je n'avais pas dormi, pas vraiment. Les heures avaient défilé, une succession sans fin de tic-tac de l'horloge et du bourdonnement lancinant de mon propre sang dans mes tempes. L'écran de l'ordinateur s'était éteint de lui-même il y a des heures, laissant derrière lui une image rémanente de sa trousse de maquillage, abandonnée sur le sol de la chambre d'hôtel, comme un vestige silencieux de la catastrophe. J'avais passé la nuit assis sur le canapé du salon, les genoux remontés, à fixer le mur. Le froid de l'aube avait commencé à s'infiltrer par les fenêtres, mais je ne le sentais pas. J'étais engourdi, vide, comme une coquille creuse. Il n'y avait plus de larmes, plus de rage, juste une lucidité douloureuse qui tranchait chaque fibre de mon être. La souffrance avait atteint un seuil au-delà duquel elle se transformait en quelque chose de froid et d'implacable, une sorte de moteur interne qui me poussait vers l'inévitable. Je m'étais levé quand les premières lueurs de l'aube avaient lavé le ciel d'un gris pâle. Mes muscles étaient raides, mes articulations craquaient à chaque mouvement, comme si mon corps portait le poids de toute la nuit passée à ne rien faire d'autre qu'exister dans la douleur. Je suis allé à la cuisine, j'ai préparé un café, le parfum âcre du grain moulu emplissant l'air, une odeur de normalité qui me semblait grotesque. J'ai bu une tasse, brûlante, sans même en sentir le goût. Chaque geste était mécanique, dénué de toute intention, hormis celle d'attendre. D'attendre son retour. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. C'était un son familier, un son qui, il y a encore quelques jours, aurait signifié son retour à la maison, le début d'une nouvelle journée ensemble, les projets murmurés au petit déjeuner. Maintenant, ce même son annonçait le début de la fin. La porte s'est ouverte et j'ai entendu un petit rire étouffé, puis un soupir satisfait. Elle est entrée, ses cheveux légèrement en bataille, un léger plissé au coin de l'œil, un sourire béat flottant sur ses lèvres. Ses joues étaient encore un peu roses, ses yeux pétillaient d'une joie qui ne m'était pas destinée. Elle portait la même robe que la veille, un peu froissée, et ses talons claquaient doucement sur le parquet. Elle a posé son petit sac sur la console de l'entrée, a jeté un regard rapide vers la cuisine, puis m'a aperçu, debout dans l'embrasure de la porte, le visage sans expression. Son sourire s'est un peu élargi, teinté d'une gêne presque adorable. « Salut » a-t-elle murmuré, sa voix un peu rauque, comme après une longue nuit de bavardage et de rire. « Je pensais que tu dormais encore. » Elle a fait un pas vers moi, un semblant de baiser suspendu dans l'air, mais j'ai reculé imperceptiblement. Son expression s'est modifiée, une pointe d'interrogation remplaçant la béatitude. Elle a dû voir quelque chose dans mes yeux, ou plutôt, l'absence de toute émotion. J'ai passé une nuit de folie, a-t-elle continué, essayant de masquer la légère tension, sans doute attribuant mon attitude à la fatigue ou à une mauvaise humeur matinale. Les filles sont incroyables, on a tellement rigolé. On a. Elle s'est arrêtée, son regard balayant la pièce. Elle a dû remarquer le silence inhabituel, l'absence d'odeur de café frais ou de crêpes qu'elle s'attendait à trouver. Le rituel. Notre petit déjeuner au lit était notre petit luxe du week-end, une tradition sacrée que j'avais toujours préparée avec soin, apportant le plateau avec amour, des fruits frais, des viennoiseries, son café exactement comme elle l'aimait. La table était vide.
Le silence est devenu plus lourd. J'ai tendu la main vers l'ordinateur portable, qui était posé sur la table basse du salon, là où je l'avais laissé. L'écran, noir quelques instants plus tôt, s'est allumé, révélant la page d'accueil de la vidéo que j'avais enregistrée, une image figée, cristalline, qui résumait toute la nuit. C'était un instantané. L'image de Sophie, son bras enlacé autour de Marc, leurs visages très près l'un de l'autre, leurs lèvres à quelques millimètres, juste avant leur premier baiser évident, le moment où il l'a tiré vers lui dans le coin le plus sombre de la pièce. J'ai pris le laptop et l'ai posé délicatement sur la table basse, en le tournant vers elle. Mes mains étaient stables, étrangement calmes. Je n'ai rien dit. Le seul son était le léger bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur et le battement frénétique de son propre cœur, que je pouvais presque entendre. Sophie a regardé l'écran. D'abord, il y a eu une confusion, un froncement de sourcils. Puis ses yeux ont commencé à s'écarquiller. Elle a reconnu la pièce, les néons clignotants, l'ambiance de la fête. Elle a reconnu Marc. Et puis elle s'est vue. L'image était d'une clarté déroutante. Le sourire béat s'est éteint comme une bougie dans le vent. La couleur a fui son visage, le laissant blafard, ses lèvres légèrement tremblantes. Un long, un interminable silence a plané entre nous. Elle n'a pas bougé. Son regard était rivé à l'écran, comme hypnotisé par sa propre trahison. J'ai vu le processus de décomposition sur son visage, la confusion, l'incrédulité, la reconnaissance, la panique. Ses yeux ont fait un bref aller-retour entre l'image et moi, un regard suppliant, teinté de terreur, une question muette qui remplissait la pièce. Comment avais-je su? Comment avais-je pu voir ça? Je n'ai toujours rien dit. Mon silence était la réponse, plus assourdissant que n'importe quel hurlement. Mon absence de réaction, mon calme glacial, était ma vengeance. Elle a essayé de parler, ses lèvres s'ouvrant et se référant sans qu'aucun son n'en sorte. Sa respiration s'est accélérée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Puis, comme si une digue venait de céder, son visage a basculé dans une grimace de pure horreur, suivie d'une rage froide. « C'est quoi ça » a-t-elle fini par cracher, sa voix à peine audible, tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait » J'ai haussé un sourcil, mon expression impassible. « Je n'ai rien fait, Sophie » ai-je répondu, ma voix à peine plus qu'un souffle. « C'est toi qui as tout fait. » Et j'ai appuyé sur la touche lecture. La vidéo a commencé à défiler. Lentement. Impitoyablement. Elle a vu Marc s'approcher. Elle a vu son propre sourire s'épanouir. Elle a vu les regards voler, les mains qui se frôlaient, le premier baiser hésitant, puis les autres, plus longs, plus pressants. Elle a vu les rires de ses amis, leurs encouragements silencieux, leurs regards complices. Elle a vu le moment précis où ils se sont éclipsés, laissant le vide sur l'écran et dans ma vie. Elle a d'abord tenté de détourner le regard, ses mains couvrant son visage. Mais elle n'a pas pu. Comme aimantée par le spectacle de sa propre chute, elle est restée là, ses yeux fixés sur la lumière crue de l'écran, se voyant trahir, se voyant détruire 6 ans de notre vie ensemble. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, des larmes amères, des larmes de honte et de panique. Les cris sont venus après. Un hurlement aigu de déni, puis un cri de rage, d'abord contre moi « Comment as-tu osé faire ça ?» Puis contre elle-même, un sanglot rauque et désespéré. Elle a frappé la table, le laptop a vacillé. « Arrête ça. Arrête. » Mais je n'ai rien arrêté. J'ai laissé la vidéo tourner, une boucle sans fin de sa trahison, comme une sentence irrévocable. Ces cris n'étaient que de faibles échos dans le vide immense que j'avais ressenti la veille. Ils ne me touchaient plus. Le choc m'avait immunisé contre la douleur, ne laissant qu'une amertume résiduelle, un arrière-goût de cendre froide sur la langue. Elle s'est effondrée, ses mains sur son visage, sanglotant bruyamment, le corps secoué de spasmes. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée plus que tout, cette femme qui était censée être ma future, la mère de mes enfants. Et je n'ai rien ressenti. Plus rien. La souffrance avait brûlé toutes les passerelles, ne laissant qu'un gouffre béant. Les promesses d'un futur que nous avions bâti ensemble, les images de notre mariage, de notre maison, de nos rires vieillis, tout s'était transformé en miettes de verre sous mes pieds. Qu'est-ce que l'amour? Une illusion fragile, un château de cartes bâti sur la confiance aveugle. Une seule bourrasque, un seul acte égoïste, et tout s'écroule en poussière.
Je me suis dit que ce n'était pas la trahison en elle-même qui était la plus cruelle, mais la facilité avec laquelle elle l'avait commise, la légèreté de son rire au téléphone, son manque de remords, même d'hésitation, dans les premières minutes de la vidéo. C'était l'effondrement non pas seulement de notre relation, mais de ma foi en la capacité des gens à être ce qu'ils prétendent être. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, laissant le son de ses sanglots et la lumière crue de l'écran derrière moi. Le vent frais du matin m'a frappé le visage lorsque j'ai ouvert la porte de l'immeuble. La rue était encore calme, les premiers habitants se dépêchant vers leur travail, les volets s'ouvrant ici et là. Ils avaient tous leurs histoires, leurs trahisons silencieuses, leur vie faite de compromis et de mensonges. La mienne venait de s'achever. Ou plutôt, elle venait de recommencer. Sans elle. Et sans illusion.